Sans transition, un rendez-vous d'information interactif. Sans transition, une émission proposée et présentée par Nadia B. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver et bienvenue dans votre rendez-vous d'information sans transition. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Orient et ce soir, il sera question de la nouvelle constitution marocaine adoptée il y a un an. Le regard de la diaspora marocaine quant aux enjeux de cette nouvelle constitution approuvée par référendum, je vous le rappelle, et c'était en juillet 2012. Il en était question justement le week-end dernier lors d'une conférence débat organisée à Paris par le RIM. Et le RIM, pour ceux qui découvrent ce réseau, c'est le réseau des indépendants marocains de l'étranger. C'était l'occasion aussi pour la diaspora marocaine d'exprimer ses attentes dans le cadre de cette nouvelle constitution née, faut-il le souligner, à la suite de la dynamique du printemps arabe. Un printemps qui a soufflé sur le Maroc sans faire de tempête. Une importante délégation s'est déplacée du Maroc avec à sa tête le leader du RNI, le Rassemblement national des indépendants, M. Salaheddine Mezouar, ancien ministre des Finances, qui s'est prêté d'ailleurs lors de cette conférence au jeu de questions-réponses face à une diaspora exigeante et pas complaisante du tout, qui entend en tout cas peser de tout son poids sur le destin du pays d'origine. Les exigences d'une diaspora qui a, faut-il le rappeler, baigné et baigne toujours dans une culture démocratique qui veut avoir le droit de regard. Alors, quelle place réserve-t-on justement à cette diaspora dans la nouvelle constitution? Une constitution qu'on qualifie d'avant-gardiste, pour ne pas dire révolutionnaire. Pour répondre à toutes ces questions, j'ai l'immense plaisir de recevoir M. Salaheddine Mezouar qui a accepté de répondre à nos questions. Il est accompagné du président du RIM, qui est Mohamed Amrabat. Mohamed Amrabat qui est aussi directeur de France, de l'Agence marocaine de développement des investissements. Et à ses côtés, le numéro 2 de ce réseau, Salaheddine Rachid, qui est donc secrétaire général. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour vous présenter très rapidement donc à nos auditeurs, vous êtes donc né à Meknès, vous êtes ancien ministre des Finances, vous présidez aujourd'hui le Rassemblement des indépendants, qui est donc un parti d'opposition qui compte. Donc, vous représentez pratiquement, il faut le dire, la troisième force politique du pays. On peut ajouter également que vous êtes aussi un ancien sportif, ancien basketteur. Tout à fait. Et cela, ça compte aussi en politique. Beaucoup. Alors, je le disais donc, le printemps arabe est passé sans faire de vagues ou de grandes vagues, sans faire de tempêtes. Alors, 2 ans après le printemps arabe, qui n'a pas effectivement ébranlé le Maroc, quel bilan peut-on dresser aujourd'hui, 2 ans après justement toutes les réformes qui ont été annoncées par le roi Mohamed VI? Monsieur Salaheddine. Bien, alors effectivement, le Maroc a vécu cette phase avec la responsabilité et la sérénité nécessaires. Un roi avant-gardiste qui a tout de suite réagi à travers le discours du 9 mars pour donner le là et le ton par rapport à la dynamique dans laquelle le pays devait nécessairement rentrer. C'est aussi le fruit d'accumulation positive. Depuis la chute du mur de Berlin en 89, le Maroc a compris que le monde avait changé. Beaucoup d'initiatives politiques ont été prises, nouvelle constitution en 96, des institutions qui ont été créées, une alternance politique en 1998 et une série de réformes ambitieuses et courageuses depuis cette époque-là.
une classe politique et une représentation politique diverse, un jeu des institutions qui a fonctionné, les droits de l'homme qui sont devenus au centre de la question politique et la question sociale dans notre pays est tranchée d'une manière civilisée. Ouais. Donc tout cela a fait que effectivement le Maroc s'est trouvé dans un contexte relativement différent par rapport à la situation d'autres pays. Donc on peut dire effectivement que le Maroc est en train de vivre une évolution et non pas une révolution, une évolution qui est inscrite dans le sens de son histoire et dans le sens de la nécessité de passer à une nouvelle phase beaucoup plus ouverte sur le plan des institutions et du jeu démocratique, ouais. Mais également sur la prise en considération des enjeux du Maroc dans ce contexte, mais aussi des attentes des citoyens marocains par rapport à la question de la justice, de la démocratie. On va y revenir justement tout au long de cette émission. Justement, vous l'avez dit, c'était dans le sillage des manifestations. Le 20 février, c'est dans quelques jours. Le roi Mohamed VI avait, vous l'avez souligné, avait annoncé une série de réformes, des élections législatives anticipées qui ont eu lieu, la réforme de la Constitution dont on va au moins présenter les grands axes. Peut-on dire qu'en fait que le roi Mohamed VI finalement a bien entendu la rue marocaine? Écoutez, il a été démontré que la monarchie a joué toujours un rôle avant-gardiste par rapport à un certain nombre de réformes. Il n'y a qu'à revenir à la question de la réforme concernant la famille et la femme, l'instance équité et réconciliation, qui a été un fait politique, démocratique majeur. Oui. Et donc tout ça, et aussi l'annonce de la régionalisation avancée en tant que réforme des structures de l'État et la décentralisation et la déconcentration, c'est autant d'initiatives royales qui sont inscrites à son actif. Il y a aussi une classe politique qui est là, qui est structurée, qui est représentative, qui joue son rôle et qui assume parfaitement sa mission. Alors on se souvient effectivement que dans le monde arabe, en l'occurrence la Tunisie, l'Égypte, on entendait ce fameux slogan « dégage, dégage », mais c'est pas le cas au Maroc, puisque le Maroc, on tient à son roi, mais on est aussi demandeur. Et j'ai envie de vous dire, que reste-t-il justement de ce mouvement de contestation du 20 février ? Mais écoutez, le mouvement du 20 février est un mouvement qui s'inscrit dans le sillage d'un contexte arabe, mais aussi d'une revendication de la jeunesse. Le Maroc est un pays jeune. Et la jeunesse marocaine a beaucoup d'ambition, elle est exigeante, et c'est tant mieux pour le pays. Donc c'est un mouvement qui a aidé à accélérer probablement le sens des réformes, et c'est un mouvement qui aujourd'hui s'exprime de façon différente. Il y a certains qui ont intégré des partis politiques, il y a d'autres qui ont développé des relais au niveau associatif, et je tiens à rappeler quand même que la société civile au Maroc est très développée, très présente, très organisée. Il y a ceux qui continuent au sein du mouvement du 20 février. Donc chacun a trouvé l'expression la plus adaptée à ses ambitions ou à sa vision de ce que sont les évolutions que le Maroc est en train d'enregistrer depuis le 20 février 2011. Alors, parmi les revendications, bien sûr, on se souvient aussi que la rue marocaine avait réclamé plus de démocratie, la lutte contre la corruption, mais aussi moins de pouvoir par rapport justement au roi. Donc écoutez, une constitution, plutôt une monarchie parlementaire et non pas constitutionnelle. C'est ce qui a été inscrit au niveau de la Constitution. Oui. Un partage des rôles qui est aujourd'hui très clair. Le gouvernement a des prérogatives claires, fortes. Le Parlement également, en tant qu'instance législative. Il y a également le pouvoir de l'institution monarchique. Et donc cet équilibre et cette clarification au sein de la Constitution va nécessairement aider à ce que le Maroc avance et avance dans les équilibres de pouvoir nécessaires, dans le respect. Et la chance qu'a le Maroc, c'est effectivement d'avoir une monarchie qui assure la stabilité avec cette dimension spirituelle qui permet à ce qu'il n'y ait pas de dérapage sur un plan spirituel et religieux. Alors, bien sûr, Mohamed Mohamed, vous êtes le président et le porte-parole de ce réseau RIM, qui est donc le réseau des indépendants des Marocains basés à l'étranger. Encore une fois, avec vous, on va faire le bilan de ces 2 ans
après la Révolution, mais aussi 1 an après cette constitution qui a été adoptée. Vu de France, comment la diaspora suit de près l'évolution des réformes en cours aujourd'hui au Maroc, Mohamed Marabat? Alors, si vous me permettez, la diaspora d'abord suit son pays depuis très très longtemps. Et juste pour vous dire que moi-même, depuis 30 ans que j'ai quitté le Maroc, donc on a vraiment suivi notre pays depuis pratiquement les années 90 et on a vu notre pays qui fait des progrès importants sur l'aspect économique. Oui. La libéralisation du secteur télécom, l'infrastructure, les institutions. Donc le Maroc a mis en place plusieurs processus économiques d'ouverture. Vous savez que le Maroc est un pays de proximité, c'est un pays d'ouverture. C'est la plus ancienne monarchie du monde, 12 siècles. Donc, je dirais, le Maroc aujourd'hui s'est inscrit dans une dynamique économique qui l'a transformée d'une économique traditionnelle de rente vers une économie productive, compétitive. Et aujourd'hui, je peux vous dire pratiquement, donc on a fait des améliorations pratiquement à tous les niveaux, des politiques sectorielles très claires. Et tout ça, c'est les entreprises européennes observent ce Maroc qui bouge. Et bien évidemment la diaspora, parce que la diaspora est pratiquement présente dans tous les secteurs économiques européens. Et donc, mais qui réclame un peu plus. Quand sûr. On entend les voix qui se sont élevées justement le week-end dernier, la diaspora estime qu'elle n'a pas encore retrouvé toute sa place dans le cadre de ces réformes, en l'occurrence même dans le cadre de la nouvelle constitution. Alors justement, la nouvelle constitution aujourd'hui ouvre un grand espace pour cette diaspora. Et je pense que comme on est un peu loin du Maroc, donc on a fait dernièrement plusieurs colloques et le colloque de ce samedi, c'est justement d'expliquer les enjeux. Et aujourd'hui, la diaspora, il a tout son mot à dire et doit participer. Elle participe déjà à travers l'urne, mais ce n'est pas encore le cas parce que visiblement le droit de vote, qui était quand même un point, il faut le dire, extrêmement important dans le cadre de la nouvelle constitution, n'est pas effective. Oui, alors vous savez, il faut quand même signaler que nous avons eu depuis l'adoption de la Constitution en juillet 2011, on a eu exactement 4 mois pour organiser des élections anticipées. Oui. Et donc, je peux vous assurer, moi qui étais acteur politique et en même temps membre du gouvernement, que l'organisation d'élections anticipées n'était pas une mince affaire. Et donc il y avait des textes à passer, 4 textes de loi à passer. Il y avait l'organisation matérielle des élections. Et donc effectivement, la prise en considération des aspirations de toutes les forces n'a pas été réalisée. Maintenant, l'histoire ne s'arrête pas. Il y a les élections de 2016, il faut préparer tout ça. C'est pour ça d'ailleurs que nous prenons des initiatives dès aujourd'hui, parce que en tant que parti, nous sommes convaincus que la communauté ou les Marocains du monde doivent aujourd'hui s'impliquer beaucoup plus dans la vie politique, dans la vie économique et dans le destin de leur pays et de leur pays d'origine. Donc c'est une dynamique dans laquelle nous, on s'est inscrit par conviction et par prise de conscience. On ne peut pas laisser plus de 12% des Marocains qui vivent à l'étranger, en dehors de la construction de leur pays. Nous sommes un pays en développement, nous sommes un pays en évolution et nous avons une force à l'extérieur. Cette force doit s'impliquer, cette force doit accompagner, mais il faut d'abord l'écouter, il faut l'accompagner, il faut structurer et faire de sorte que sa participation soit contributive sur un plan de valeur ajoutée à tous les niveaux pour le pays et pour elle-même. Vous l'avez dit, M. Salahaddine Mezouar, à savoir que tout s'est fait dans la précipitation, pratiquement 4 mois pour les élections législatives, mais aussi 3 mois pour la révision constitutionnelle. Est-ce que ça s'est fait un peu à la hâte? Est-ce que ça n'a pas effectivement joué contre vous, dans le sens où on n'a pas pris le temps nécessaire pour impliquer toutes les forces vives du pays pour enrichir encore davantage cette constitution? Bien sûr, la réforme constitutionnelle, les partis avaient déjà leur projet. Il est vrai que beaucoup des forces politiques au Maroc
Maroc pensait qu'il fallait attendre que la loi sur la régionalisation soit adoptée pour passer à la réforme constitutionnelle. Oui. Donc c'était l'agenda qui était inscrit dans la tête de pratiquement tout le monde. Et il se trouve qu'au moment où la décision a été prise de passer à une nouvelle constitution, au vote d'une nouvelle constitution, les partis étaient relativement prêts, tout le monde avait ses propositions, la société civile également était prête. Donc c'est ce qui a permis, d'une manière structurée et organisée, de faire de sorte que cette constitution soit élaborée en l'espace de 3 mois et votée par la suite. Donc effectivement, agenda précipité, mais si le Maroc n'était pas prêt, jamais on n'aurait pu faire une constitution en 3 mois. Si les forces politiques, si l'institution monarchique, si la société civile n'étaient pas préparées et n'avaient pas une accumulation, jamais on n'aurait pu faire cela en 3 mois, c'est évident. Il n'y a pas eu effectivement l'implication de la diaspora marocaine, ou ce qu'on appelle la communauté marocaine, ou le Marocain du monde, si vous préférez, dans ce débat. Et alors, le week-end dernier, on avait l'impression que vous étiez en train de solliciter la communauté marocaine un peu après coup. Mohamed, plutôt Salahaddine Rachid. Oui, tout à fait. Je remercie l'équipe de Radio Orient de nous avoir invités ce soir. C'est nous, mais donc, c'est à vous. L'enjeu est plutôt c'était de faire un travail d'information, voilà, et d'appropriation des sujets de la nouvelle constitution. Donc, à mon avis, il y avait un débat au départ, pendant les 3 mois pour préparer la nouvelle constitution. Les Marocains du monde, à travers le réseau associatif, ils étaient bien impliqués, mais à mon avis, vu les délais, c'était un petit peu, c'est arrivé tardivement. Donc, comme vous l'avez constaté, les Marocains du monde, ils sont en attente. Voilà, de ce qui va se passer. Ils souhaitent davantage s'impliquer. Je reviens à la question tout à l'heure de l'implication des Marocains du monde vis-à-vis de leur pays. Je crois que votre émission juste avant, c'était le rôle de la culture et de garder des liens culturels avec le pays d'origine. Oui. Un Marocain du monde qui soit en France, à Paris, que ce soit à Tokyo ou à New York, il a toujours des liens avec son pays d'origine. Oui. Voilà. Les Marocains, ils aiment bien leur roi, ils aiment bien leur pays, et ils sont fiers. Voilà. Mais comment on peut dire que justement le Marocain du monde peut avoir un rôle majeur, il peut jouer un rôle actif, mais en même temps il n'a même pas le droit de voter encore aujourd'hui, Mohamed Marabet? Non, vous ne pouvez pas dire cela. Le Marocain lui-même, moi je le vois pratiquement depuis 3 ans que je gère par exemple l'Agence marocaine de développement des investissements. Juste, je vais vous donner quand même une information importante. Oui. Vous savez que pratiquement toutes les grandes réussites aujourd'hui dans les entreprises qui ont investi au Maroc, vous savez pourquoi ils ont investi? C'est parce que grâce à des Marocains qui travaillent pour ces entreprises-là et qui ont joué un rôle important dans l'installation de ces entreprises au Maroc. Oui. Le Marocain lui-même, il garde ce lien, ce cordon ombilical de manière solidaire avec sa famille d'origine, avec ses amis. Il le suit. Génétiquement, nous sommes très très fortement, je dirais, attachés au pays d'origine. Et donc, directement, oui, mais cet attachement doit se traduire à un moment donné concrètement par des actes, j'ai envie de dire. Alors, donc, sur l'aspect investissement, ils sont toujours présents. Et je peux vous dire, des grandes références mondiales aujourd'hui ont décidé de venir au Maroc parce qu'il y a des Marocains qui ont travaillé dessus, qui ont œuvré là-dessus, etc., et qui ont pu, effectivement, donc nous aider pour, effectivement, aider ces entreprises à s'installer. Et puis l'autre chose... Mais est-ce qu'ils sont égaux à des voix aujourd'hui? Parlons du droit de vote qui aujourd'hui dans cette constitution, alors, la nouvelle, c'est un droit constitutionnel. Tout à fait, je vais vous dire d'ailleurs, la constitution, il ne fait pas de différence entre un Marocain à l'intérieur ou un Marocain à l'extérieur. Les mêmes droits que les Marocains à l'intérieur en ont, c'est les mêmes droits que les Marocains qui sont à travers le monde en ont aussi. Et donc ils ont vraiment tout leur rôle à jouer là-dedans. Donc, mais de quelle manière? Il faut une loi organique pour les faire participer aux élections. Je voudrais juste, si vous le permettez, apporter quelques précisions. La première, c'est que la voix des Marocains du monde a été écoutée. Des mémorandums sont arrivés à la commission qui a travaillé sur la rédaction de la Constitution. La seule difficulté était d'organiser les rencontres comme ça a été organisé avec les partis politiques, les syndicats, les sociétés civiles. Mais les mémorandums sont arrivés.
5 articles de la Constitution sont consacrés aux Marocains du monde. Donc la Constitution... Qu'est-ce qu'on appelle le Marocain du monde? C'est tous les Marocains qui vivent en dehors du Maroc. Donc c'est ça l'appellation qui est donnée aujourd'hui dans la Constitution, oui. aux Marocains résidant à l'étranger. Donc il y a 5 articles qui sont consacrés aux Marocains du monde. Donc il y a une prise en considération, il y a une prise en charge de cette communauté. Troisième élément, il faut organiser maintenant la participation politique et la participation représentative. Absolument. Nous sommes un pays qui avance, nous sommes tous convaincus que les Marocains du monde doivent être des acteurs dans le devenir de leur pays. Donc c'est à nous, politiques, avec cette communauté, de trouver les meilleurs moyens et les meilleurs mécanismes pour assurer cela. Alors, la question de la représentation... Monsieur Salahaddine Mazouar, c'est à quand l'effectivité de cette loi? Est-ce que justement une loi doit être transcrite? Il faut une loi organique pour permettre la participation effective des Marocains du monde. Alors la Constitution... c'est une priorité, c'est pas une priorité. Vous avez parlé de 2016, mais 2016 c'est demain, j'ai envie de dire. C'est ça la dynamique dans laquelle on est aujourd'hui. Quand on parle de la mise en œuvre de la Constitution, c'est de ces questions-là qu'il s'agit. Parce que la Constitution a fait référence à un certain nombre de lois organiques qui doivent être adoptées avant 2016. Parmi ces lois organiques figure justement cette question en relation avec la communauté des Marocains du monde. Donc il y a une obligation pour le gouvernement actuel, mais également pour nous, partis de l'opposition, de faire de sorte que l'ensemble de ces lois organiques soient votées durant cette législature-là. Pas de vague au Maroc, c'est l'exception marocaine. J'ai envie de dire justement, tout le monde a parlé de cette exception marocaine, mais c'est quoi l'exception marocaine concrètement, monsieur le ministre? Bien, si on veut parler d'exception, c'est le fait que, ce que j'ai expliqué au départ, le Maroc a compris, il a marqué une évolution, il y a une évolution qui se fait, il n'y a pas de rupture, mais l'exception reste à confirmer encore. C'est un travail de tous les jours, c'est la capacité et la maturité des acteurs politiques et sociaux qui va faire que cette exception va effectivement s'affirmer et se consolider dans un contexte de turbulence régionale. Donc nous sommes conscients de nos responsabilités politiques. Je crois que tous les acteurs politiques au Maroc, acteurs associatifs, syndicats, sont conscients qu'ils ont une mission importante à accomplir dans cette phase de construction d'un Maroc qui avance et un Maroc qui progresse avec des fondements démocratiques et des convictions démocratiques. Donc on vous le disait justement, monsieur Salahaddine Mazouar, donc c'est une évolution sans rupture, et en même temps ces élections anticipées ont permis la victoire et l'arrivée des islamistes comme première force politique de ce pays. Alors j'ai envie de vous dire justement, le pays est gouverné par Benkiran. Comment c'est gouverné aujourd'hui? Quel est votre point de vue justement, vous qui êtes un parti d'opposition, monsieur Salahaddine Mazouar? Bien, le pays n'est pas gouverné par Benkiran, il est gouverné par une coalition de 4 partis politiques avec comme le gouvernement parti Benkiran, leader qui est le PJD avec à la tête monsieur Benkiran. C'est mon appréciation jusqu'à aujourd'hui, et ce qu'on avait dit depuis le début, c'est que primo, trop de lenteur dans les réformes et dans l'action, difficulté à maintenir le cap en termes de visibilité stratégique sur le plan économique et sur le plan des trop de lenteur, réformes. C'est-à-dire sur quel plan? Sur le plan de la mise en œuvre de la Constitution, sur le plan d'initiative par rapport à un certain nombre de questions qui sont posées aujourd'hui. La question du chômage des jeunes, la question de la pauvreté, la question de la redistribution des richesses. Il y a un certain nombre de questions et d'engagements dans ce gouvernement. En tout cas, vous semblez dire indirectement, corrigez-moi si c'est faux, vous semblez dire qu'il y a un vrai problème de gouvernance sur le plan économique. Écoutez, mon sentiment, et c'est ce qui est perçu également, c'est que ce gouvernement a hérité d'une situation relativement positive, comparée à d'autres pays. Des fondamentaux qui ont été maintenus, des stratégies économiques arrêtées, un cap qui est déterminé. J'ai l'impression que, comme s'il y a eu un essoufflement durant l'année 2012, cet essoufflement a été ressenti par les acteurs économiques, par les investisseurs, et ce n'est pas bon.
Nous sommes dans un contexte où il faut maintenir le cap, il faut maintenir la dynamique, la pression, il faut être proactif, et je pense que le gouvernement n'a pas été suffisamment proactif par rapport au contexte économique régional et contexte économique mondial. Et par rapport aussi, faut-il le rappeler, aux attentes de la rue marocaine qui demande plus de justice. Aujourd'hui, le Maroc, avec ses plus de 32 millions d'habitants, c'est un taux de chômage qui dépasse les 9% et un taux de chômage qui frappe surtout les jeunes avec plus de 19%. Alors, y a-t-il des réponses, j'ai envie de dire, à des questions prioritaires? Je tiens quand même à préciser que sur les 10 dernières années, on a ramené le taux de chômage des jeunes de 25% à 18%. Donc il y a eu une avancée significative. Les stratégies économiques que le Maroc a arrêtées, la dynamique de confiance, etc., a fait que nous avons été capables, pendant 10 ans, de créer 150 000 emplois nets par an, contre une arrivée de 120-130 000 sur le marché de l'emploi chaque année. Donc il y a eu une réduction drastique et significative du taux de chômage, et particulièrement du taux de chômage des jeunes. Nos pays sont confrontés au problème des diplômés chômeurs. Nous avons